Externaliser les demandes d'asile dans un pays tiers, l'idée fait son chemin en Europe. Plusieurs pays insistent malgré les obstacles juridiques qui se dressent devant eux. Après la Grande-Bretagne, il y a quelques mois, le projet est abandonné. C'est l'Italie de Giorgia Meloni qui voit son projet albanais contrarié. Avec nous pour en parler, Marie-Laure Mallet, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes chercheuse spécialiste de l'immigration, maîtresse de conférences à l'université Sorbonne Nouvelle à Paris. Vous travaillez en particulier, je le précise, sur les migrants latino-américains aux États-Unis, on va d'ailleurs l'évoquer, et dans l'Union européenne, ainsi qu'aux migrants en situation irrégulière et aux migrants vulnérables, précarisés sur le plan administratif. Alors commençons par l'Italie. Giorgia Meloni croyait avoir gagné. Elle allait montrer à toute l'Europe que oui, ça pouvait marcher. Renvoyer des demandeurs d'asile dans un pays tiers à l'extérieur de l'Union européenne, en l'occurrence l'Albanie, et patatrac, 3 jours après leur arrivée en Albanie, ces mêmes migrants retourne en Italie, c'était samedi, il y a une dizaine de jours. Pourquoi ? Parce qu'un tribunal a désavoué la chef du gouvernement italien. Pourquoi cette décision de justice ? En fait, c'est une décision qui s'appuie sur la Cour de justice européenne parce que elle s'oppose en fait à ce qu'un État de l'Union européenne désigne un autre pays comme un État sûr si c'est juste pour une partie de la population. Ici, en l'occurrence, c'était simplement pour certains migrants, notamment d'Égypte. Donc on voit bien que c'est une position qui n'est pas tenable. Donc si on comprend bien, il y avait des Égyptiens, des Bengalais. Pour certains d'entre eux, la justice italienne dit qu'ils ne peuvent pas rentrer chez eux pour des raisons de sécurité, mais l'Albanie, qui est un pays tiers, ça ne suffit pas à rassurer et à être conforme au droit ? Exactement, tout à fait. Et donc, la présidente du Conseil italien a essayé de détourner par décret cette mesure et finalement, elle a été invalidée. Donc, c'est quand même, pour elle, c'est quand même un échec cuisant. Ouais. Mais qu'elle n'abandonne pas le projet, on le précise. Que vont devenir ces 12 migrants qui, je le disais, le 19 octobre dernier précisément, sont repartis sur la péninsule italienne? Leur demande d'asile va être examinée maintenant en Italie selon les procédures habituelles. Et donc, pour l'instant, effectivement, ils resteront en Italie. Alors, elle peut toujours essayer, le gouvernement italien peut toujours essayer de faire appel. Effectivement, c'est toujours possible. Mais en attendant, ils sont sous la responsabilité, sous la juridiction italienne jusqu'à ce que une solution soit trouvée. Alors précédemment, il y avait le Royaume-Uni. Désormais, le Premier ministre britannique Keir Starmer a abandonné le projet de son prédécesseur, Rishi Sunak. Alors là, l'idée, c'était d'envoyer les demandeurs d'asile au Rwanda, à Kigali, pour que leurs demandes soient étudiées. Là encore, de toute façon, la Cour suprême britannique s'y était opposée. Ça pose clairement un problème juridique, mais vous parliez du droit de l'Union européenne, mais aussi des conventions de Genève, s'agissant des demandeurs d'asile ? Oui, tout à fait. Alors là, pour le coup, le Premier ministre britannique donc, a déclaré effectivement que cette politique de Rwanda était morte et enterrée. Donc c'est vraiment un shift complet par rapport à Boris Johnson qui l'avait lancé. Et effectivement, ça pose de nombreux problèmes parce que l'externalisation du système migratoire peut ne pas être conforme effectivement à la Convention de Genève notamment, dont le Royaume-Uni est bien sûr signataire. Donc, effectivement. Précisons tout ça qu'il y avait une différence entre les deux cas, c'est-à-dire que s'agissant du Royaume-Uni, même si le migrant était débouté, il ne pouvait pas revenir sur le territoire britannique, il restait au Rwanda. Nous avions interrogé les autorités rwandaises qui disaient que tout était préparé pour eux, ce qui était en partie vrai et qui était vrai. Il y avait tout un programme d'insertion, d'intégration, par le travail, par l'économie. En revanche, s'agissant de l'Albanie, je vous pose la question, est-ce que le ressortissant débouté pouvait revenir en Italie ? Alors ça, c'est ce que le gouvernement a essayé d'obtenir. Mais en fait, légalement, il ne pouvait rester que 4 semaines en Albanie. Donc au final, c'était quand même un plan qui n'était pas nécessairement complètement pensé jusqu'au bout. Mais alors on va parler des États-Unis, de la campagne américaine, du vote notamment des Latinos avec cette polémique qui monte ce soir aux États-Unis. Mais d'abord, ce qu'on aimerait comprendre avec vous, pourquoi, quelques mois après avoir voté un pacte migratoire, l'Union européenne, cette même Union européenne, veut déjà le revoir à travers notamment cette question d'externalisation. Je précise que selon Frontex, qui gère les arrivées, 42% d'arrivées en moins sur les premiers mois de l'année 2024 par rapport à la même année l'an dernier. Pourquoi cette crispation ? Pourquoi l'Europe veut-elle se barricader ? En fait, on assiste à un glissement vers la droite
de l'opinion publique. Et je pense que c'est une réponse, en fait, à cette opinion publique pour montrer que oui, les États sont souverains, on arrive quand même à contrôler les frontières. Et donc, c'est une réponse, en fait, à ce qui est perçu comme à ce glissement, notamment avec les élections récemment. On a pu le voir dans différents pays européens. Vous voulez dire la montée des extrêmes droites dans les urnes, notamment Oui, en Allemagne? Exactement. Alors voilà pour cette partie européenne, si l'on peut dire, les États-Unis. Et j'aimerais d'abord vous interroger sur cette polémique. Le vote latino va compter comme le vote de tous les citoyens américains. Et il y a donc cet humoriste qui, dans cette salle mythique, Madison Square Garden, déclare tout simplement que Porto Rico est un océan de déchets. Ce soir, le Parti républicain, non pas en panique, mais en tout cas tente de rattraper la bourde. Pourquoi? Parce qu'il y a quasiment 30% d'électeurs en Floride, État clé, qui sont issus de cette communauté portoricaine. Est-ce que ça peut faire perdre de nombreuses voix au Parti républicain? Tout à fait, absolument. Alors là, c'est intéressant parce qu'on avait noté, c'est entre la dernière élection en 2020, en 2022 pardon, et 2024, qu'éventuellement il y avait un glissement et une perte de l'électorat donc latino. Qui était transféré plutôt vers les républicains au détriment des démocrates. Alors peut-être effectivement ça risque de changer la donne, mais il faut savoir aussi que l'électorat latino aux États-Unis, c'est vraiment un électorat qui est hétérogène. On parle du vote latino, mais en fait chaque il est divisé de nombreuses façons en fonction du pays d'origine, de la génération. Les deuxième génération, les troisième génération n'ont pas du tout les mêmes positions que leurs parents. Donc c'est vraiment un électorat qui est très complexe à D'ailleurs, en Floride même, certains portoricains disent souvent on fait l'amalgame entre le vote des Cubains exilés et le nôtre. Or, les portoricains sont plus progressistes que les Cubains en Floride. Exactement. Les portoricains auraient plutôt tendance à voter démocrate. Et même parmi les Cubains de Floride, on voit aussi cette tendance avec les deuxième et les troisième générations à ne plus nécessairement voter comme leurs parents, mais plutôt pour des choses qui leur semblent plus importantes, comme l'économie, l'inflation. Alors malheureusement, ça peut jouer en défaveur des démocrates parce que il y a une impression que les républicains maîtrisent davantage le sujet, les questions économiques. Mais là, effectivement, cette intervention pourrait changer la donne. C'est vrai qu'il est important de ne pas essentialiser le vote de telle ou telle communauté. En première partie, un jeune électeur afro-américain disait « Tout le monde me regarde les yeux écarquillés quand je dis que je vais voter Donald Trump ». Et lui, il disait que la politique étrangère, c'était l'un justement de ses arguments pour préférer Donald Trump à Kamala Harris. Quelle est la différence fondamentale entre les deux projets en matière d'immigration de Donald Trump et Kamala Harris, qui, soit dit en passant, sont tous les deux issus de l'immigration d'une certaine manière? Alors, je pense que ce sont deux vues qui sont diamétralement opposées. Donald Trump essaye vraiment de répondre à la demande de sa base, c'est-à-dire un durcissement à la frontière, vraiment des mesures strictes, la déportation d'immigrants sans papier, alors que l'expulsion, pardon. Alors que Kamala Harris a plutôt une approche plutôt long terme, voire de quelle manière on pourrait régulariser une partie de la population, notamment d'ailleurs une grosse partie de latinos qui seraient sans papier, et avoir une approche plus humaine en fait. Il n'y a pas eu de durcissement chez les démocrates justement dans cette course à la Maison-Blanche? Le problème de Kamala Harris, c'est qu'elle hérite en fait l'héritage de Biden, tout simplement. Et donc, c'est assez compliqué pour elle de se démarquer à la fois de ce qui a été fait par le président Biden, sans non plus vouloir montrer qu'elle est trop laxiste sur les questions d'immigration. Donc, elle doit vraiment trouver un juste milieu pour aussi essayer de rapporter le plus de voix possible, notamment. Alors, le candidat républicain a fait de la ville d'Aurora, au Colorado, son nouveau cheval de bataille. Il estime, je cite, qu'elle a été envahie par les migrants. En 2 ans, il y a eu, il est vrai, 40 000 migrants, pour beaucoup vénézuéliens, arrivés à Denver et dans sa banlieue, Aurora, donc dans le Colorado. Quel est l'enjeu? Qu'est-ce qui se joue en ce moment? Pourquoi les États-Unis, pays qui s'est bâti, qui s'est construit dans l'immigration, est autant réfractaire à cette question de l'immigration? C'est le lien entre immigration et insécurité que font notamment les républicains qui est en jeu?
Alors oui, c'est une partie de la réponse, effectivement. La question, alors, il y a un amalgame de la même façon entre les cartels, par exemple, ou la question de la drogue, la guerre contre la Qui n'est drogue. pas toujours infondé d'ailleurs, Oui, sur le trafic de drogue. oui, oui, Mais effectivement. c'est pas. Mais là, vraiment, c'est d'instiller une peur parmi la population et de montrer que lui, il est fort et il va savoir répondre de façon déterminée à toutes ces questions. Donc, Alors qu'à Aurora, il y avait déjà de l'insécurité bien avant l'arrivée oui, de ces migrants, notamment vénézuéliens. effectivement, c'est un problème qui était déjà récurrent. Donc, c'est simplement l'instrumentaliser pour espérer gagner des voix. D'ailleurs, il avait aussi... il y avait un autre, il avait joué sur un autre front, sur les migrants haïtiens qui supposément mangeaient des animaux domestiques, de la même façon pour instiller ces peurs au sein de la population et pour espérer gagner des voix supplémentaires. Quelle est la différence d'ailleurs aux États-Unis, il n'y a pas ce projet d'externalisation des demandes pour les États-Unis, c'est impensable. Ça voudrait dire renoncer à une partie de sa souveraineté, parce que même Giorgia Meloni, qui se dit souverainiste, en fait, sur une question qu'elle juge essentielle, finalement, elle délègue à un État tierce. Alors, Quoi qu'en Albanie, il me semble qu'il y ait plutôt des Italiens qui examinent la demande. C'est assez compliqué. alors, concernant les États-Unis, avec la pandémie et notamment l'utilisation de l'article 42, on a quand même vu cette forme d'externalisation avec le Mexique. Il avait été demandé au Mexique de traiter les demandes d'asile. De faire une première étude. Exactement. Donc c'était une forme, d'une certaine manière, d'externalisation également de ce processus. C'était vraiment pour essayer de désengorger le système et surtout d'essayer d'empêcher les migrants de passer la frontière parce que c'était devenu très dangereux. Et les Border Patrol Agents étaient vraiment dépassés. Et on voit aussi combien la question migratoire est devenue un enjeu électoral. Ça, ce n'est pas nouveau, mais aussi un enjeu diplomatique. Les migrants, des femmes, des hommes, des enfants, qui, pour la plupart, n'ont pas quitté leur terre de gaieté de cœur. Il y a les guerres, il y a la faim, la misère notamment. En provenance d'Afrique, en provenance du Proche-Orient notamment, en provenance d'Amérique latine, s'agissant des États-Unis. J'aimerais vous interroger sur la visite d'Emmanuel Macron au Maroc avec celui qu'on appelle le locataire de la place Beauvau, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. Il sera question des laissez-passer consulaires. Et je vous pose la question parce qu'on a le sentiment que les migrants sont devenus une variable d'ajustement des relations internationales. Il y avait eu une grave crise entre le Maroc et la France en 2021. C'était une crise à son paroxysme parce que le Maroc ne voulait pas délivrer davantage de laissez-passer consulaires. Est-ce que c'est votre sentiment en tant que chercheuse? Oui, effectivement, c'est malheureusement depuis les années 90, on observe que effectivement la question des migrants est devenue, comme vous le disiez, une variable d'ajustement et en même temps, ils ont vraiment bon dos parce que au final, toutes ces questions de migration illégale, comme cela s'appelle, c'est en partie causé par les États mêmes qui les reçoivent, d'une certaine façon, notamment aux États-Unis. Donc c'est vraiment une question qui est très, très complexe. On entend parfois ouvrir les vannes comme moyen de pression pour embêter l'Union européenne ou tel ou tel pays. Exactement, et les accords qui ont été trouvés entre l'Union européenne et la Turquie notamment sont exactement de cette nature, c'est-à-dire encore une fois l'externalisation des processus migratoires et essayer de trouver un accord qui permettrait de désengorger les centres d'accueil qui sont apparemment saturés. Merci beaucoup Marie-Laure Mallet d'être venue sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes maîtresse de conférences à l'Université Sorbonne Nouvelle. Merci à vous d'être venue sur notre plateau.